Bonjour à tous et merci de se joindre à ce webinaire sur la finance solidaire. Alors, il se composera de 3 parties. Après chacune d'entre elles, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre de côté au fil de l'eau. Et puis, sans attendre, je vais donner tout de suite la parole à Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF. Bonjour à tous, merci de votre présence. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième séminaire sur la finance responsable à impact. Je vous le disais le 13 septembre, nous avons introduit dans la gamme financière de nos contrats d'assurance vie 2 nouvelles unités de compte. Un fonds de transition énergétique dont on vous a très largement parlé le 13, et puis un fonds solidaire qui va faire l'objet de développement ce jour, puisque c'est la thématique qu'on a choisi de développer aujourd'hui. Alors ce fonds, il a retenu notre attention car nous partageons la même vision de long terme, la même volonté de flécher les investissements pour contribuer à une économie durable et avoir un impact positif sur les personnes, sur l'environnement, bien sûr sur la santé. Comme vous le savez, le groupe MACSF fait partie de l'économie sociale et solidaire, et donc il nous a paru d'évidence en fait de proposer à nos sociétaires de pouvoir investir dans ce type de support qui présente aussi un intérêt financier. Et ça, je pense que nos invités vont pouvoir largement développer ce volet. Donc cette démarche vers une économie plus durable, nous la partageons avec nos sociétaires, puisque nous leur proposons désormais 5 unités de compte ISR dans l'enveloppe de leur contrat d'assurance vie ou de leur plan d'épargne retraite. Alors parmi ces 5 supports, insertion, emploi dynamique tient une place à part. Avec ce fonds, nous allons donner la possibilité à nos sociétaires d'utiliser leur épargne pour soutenir les emplois et la création des emplois. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos invités qui vont vous en parler infiniment mieux que moi. Merci Stéphane. Donc je vais peut-être faire un petit tour de table pour vous présenter nos intervenants. Donc je vais commencer à ma droite avec Fabien Léonard. Alors vous êtes responsable de l'investissement à impact social chez Mirova. Alors Mirova est la première société de gestion de l'épargne solidaire en France. Donc je vous laisserai en parler plus en détail dans un instant. Bonjour. Xavier Rouault, tout au bout de la table, à ma gauche, responsable épargne solidaire de France Active. Alors France Active est un acteur très connu de la finance et de l'économie solidaire. Là aussi, je vous laisserai nous présenter plus en détail tout à l'heure. À côté de vous, Benjamin Mounier-Lompré, vous êtes cofondateur et dirigeant d'Ipsos Santé. Alors Ipsos Santé, c'est un réseau ou un ensemble de maisons de santé assez originales. Vous nous expliquerez en quoi elles sont originales, ces maisons de santé. Et vous avez fait appel à la finance solidaire justement pour créer ces maisons de santé. À côté de vous, Anne-Sophie Demorny, tout au bout de la table, pardon, responsable durabilité et gérante de portefeuille obligataire à la MACSF. Et donc au milieu, Maud Kelly Crapeau, qui est responsable ESG et gérante de portefeuille aussi à la direction financière de la MACSF. Donc peut-être tout de suite une question un peu de cadrage, si j'ose dire. Fabien Léonard, qu'est-ce que la finance solidaire aujourd'hui ? Alors, la finance solidaire aujourd'hui, déjà, c'est une finance qui est ancienne. Il faut se rappeler que c'est la plus ancienne des finances à impact. Elle date du début des années 90, bien avant en fait, l'engouement sur la finance verte. Ça, c'est bon de le rappeler. Ensuite, c'est une finance qui a comme particularité d'être dans le monde non coté. Et c'est en ça qu'elle se distingue de ce qu'on appelle la finance responsable. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, c'est franchement une façon de flécher de l'épargne vers ce qui a le plus de sens, c'est-à-dire aider les plus fragiles, une finance, on va appeler ça juste, à lucrativité limitée. Et on va essayer de bien illustrer ça. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre les impacts en premier et on va voir ensuite les modèles économiques. Donc voilà. Et alors dans ce paysage, Mirova
Alors Mirova, l'intérêt, c'est qu'on est au cœur de cet écosystème. Vous l'avez dit, on est la plus ancienne société de gestion en France sur cette thématique et aussi la plus grosse. Je rappelle juste qu'on est filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc nous sommes également dans le monde des mutualistes, adossé à la Caisse d'Épargne, qui est la première banque de l'économie sociale et solidaire. Donc on est chez nous, si je puis dire. Et ce qui est important, c'est que Mirova a également une offre dans la finance responsable qui n'est pas solidaire. Alors la finance responsable, ça va être les actions, les obligations et toutes les autres classes d'actifs sur lesquelles la particularité, c'est qu'on va appliquer un filtre extra-financier, c'est-à-dire qu'on va regarder les investissements avec un angle extra-financier aux côtés de l'angle financier, ce qui donne toute sa saveur à ce type de placement, qui recueille beaucoup d'intérêt évidemment en ce moment. Entendu. Alors Xavier Rouault, France Active est donc un acteur important et aussi très ancien de la finance solidaire. Mais alors, est-ce que vous êtes une association, un financeur, un conseil, un cabinet de conseil? Qu'est-ce que c'est exactement France Active en fait? Alors, je serais tenté de vous répondre les trois si on enlève le mot conseil. France Active, c'est un groupe associatif unique en France. C'est un des grands réseaux d'aide à la création d'entreprises en France. Et depuis plus de 30 ans, nous conseillons, finançons et mettons en réseau des entrepreneurs engagés avec un fort impact. On le démontrera au travers de nos explications, et qui ont un impact positif pour leur territoire, pour l'environnement, pour la santé. Bref, pour de l'impact social. Nous déployons notre offre et notre action sur l'ensemble du territoire, des territoires, y compris ultramarins, par le biais de 35 associations territoriales membres du mouvement France Active. Donc si je devais résumer, France Active, c'est le mouvement des entrepreneurs engagés. Et tous les ans, nous conseillons près de 8000 entreprises qui permettent la création ou la consolidation de 45 000 emplois. Pour ce faire, on travaille avec des partenaires publics, des partenaires européens et des partenaires privés, dont Mirova. Notre action au quotidien, si je devais la résumer, ce serait de dire donner les moyens de réussir à ces entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité et s'engager sur leur territoire, donner du sens à leur projet et puis leur permettre de participer à transformer la société à nos côtés. Alors justement, un porteur de projet, il y en a un à côté de vous. Alors Benjamin Mounier-Lompré, vous avez fait appel à la finance solidaire pour développer donc, vos maisons de santé. Qu'est-ce que ça a apporté à votre projet et pourquoi vous avez fait ce choix de faire appel à la finance solidaire plutôt qu'à la finance traditionnelle? Alors, nous avons bénéficié d'un prêt d'honneur pour le premier site que nous avons lancé en 2015, puis d'avances remboursables pour les 3 sites suivants qui ont été lancés en 2018 et puis 2 en 2020. Tout simplement, la première chose, c'est que France Active a été capable d'évaluer notre projet sur des critères qui étaient non uniquement financiers et de s'engager tout simplement sur un projet et sur des principes là où la finance traditionnelle ne serait probablement pas intervenue, en tout cas au début, en phase d'amorçage pour nous. Et donc nous, ça a eu un effet, bien entendu, de renforcement de nos fonds propres qui a été décisif pour la réussite et le lancement du projet, mais ça a été également un élément de crédibilisation et de légitimisation très important auprès ensuite des financeurs plus traditionnels, notamment des banques. Donc ça nous a permis, dans un second temps, de lever de la dette pour lancer notre premier puis deuxième centre. Alors peut-être vous pouvez dire en 2 mots en quoi vos centres sont originaux et les partis pris que vous avez choisis. Oui, alors nous, ce qu'on essaye de faire, notre mission, c'est de repenser la manière dont on fait de la médecine de proximité, ou on pourrait appeler ça aussi la médecine de famille, comme on appelle ça traditionnellement, au regard des nouveaux enjeux de santé publique d'aujourd'hui, notamment le vieillissement de la population et la désertification médicale. Et on cherche à repenser ce métier pour mieux répondre donc à ces enjeux de santé publique et promouvoir une médecine de qualité accessible à tous. Donc concrètement, on fait des maisons de santé qui sont très accessibles, qui répondent à 90 ou 95% des problèmes de santé quotidiens des gens, autour de la médecine générale, de la gynécologie, de la pédiatrie, des petites urgences, etc. On le fait sur des horaires étendus. On est ouvert de 7h30 à 22h30 et on est ouvert 6 jours sur 7. Et on le fait uniquement à tarif conventionné, sans dépassement d'honoraires. Une de nos spécificités, c'est qu'on investit énormément sur l'interdisciplinarité. Donc,
on fait travailler au quotidien dans nos centres des ingénieurs, des spécialistes en organisation et management pour vraiment travailler, enfin, aux côtés des professionnels de santé, pour vraiment travailler sur leur métier et le faire évoluer. Et on a obtenu des résultats assez significatifs assez rapidement, parce qu'on a des indicateurs de qualité et d'efficience qui sont assez supérieurs aux standards du secteur. Et donc aujourd'hui, concrètement, on a 4 centres qui sont tous à Paris. On fait plus de 100 000 prises en charge par an. Et on a construit notamment notre réputation sur la qualité d'écoute et l'environnement d'accueil, notamment pour les populations les plus fragiles, puisqu'on on s'est beaucoup formé de manière assez systématique à tout ce qui est communication non violente, à tout ce qui est technique d'écoute active. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort, on est particulièrement réputé chez toutes les minorités qui souffrent d'accès ou de difficultés d'accès ou de discrimination concernant le soin. Donc je pense notamment aux populations LGBT, aux personnes âgées dépendantes, aux femmes d'une manière générale, notamment dans le suivi gynécologique, ou aussi aux personnes réfugiées. Voilà. Et donc aujourd'hui, un des éléments marquants, c'est qu'on a un très fort taux de recommandation. On a 99% de nos patients qui disent dans les études recommander Ipso à leurs proches. Entendu. Alors, pour financer, Xavier Rouault, des projets tels que celui-là, que celui d'Ipso Santé, donc pour attirer l'épargne finalement vers ce type de projet, comment travaillez-vous de façon générale, et puis comment travaillez-vous avec des acteurs traditionnels comme Mirova, puisque je crois que ça fait assez longtemps que vous collaborez avec Mirova. D'abord, on est fiers d'accompagner ce type de projet. Ça, c'est la première chose, et de pouvoir leur permettre de se développer. Ça sera la deuxième phase, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Bon, tout simplement, d'abord, on s'appuie sur une structure financière qui s'appelle France Active Investissement, qui est la principale société d'investissement en France, d'investissement solidaire en France, et qui permet donc de collecter l'épargne solidaire pour l'investir à des conditions avantageuses dans des projets de l'économie sociale et solidaire. Et évidemment, à fort impact social, environnemental et territorial. Pour vous donner un chiffre peut-être qui illustre mes propos avant de vous expliquer un petit peu sur quoi repose le partenariat avec France Active, en 2020, France Active Investissement a collecté près de 19 millions d'euros d'épargne solidaire et a investi dans un contexte inédit, avec la crise Covid, plus de 22 millions d'euros dans des entreprises solidaires. Donc ça, c'est quand même des chiffres qui sont plutôt significatifs. Et le capital social de France Active Investissement est souscrit principalement par des investisseurs privés, des mutuelles, pourquoi pas demain MACSF qui pourra investir en direct dans France Active Investissement, des groupes de protection sociale, des fondations, des entreprises, des syndicats, des banques, bref, tout un tas d'acteurs. Et on retrouve également des partenaires publics, la Caisse de dépôt et consignation étant le premier partenaire public de France Active Investissement, aux côtés d'autres comme certaines régions de France. Et on travaille évidemment en étroite collaboration avec les sociétés de gestion d'actifs comme Mirova. Et Mirova, il y a un partenariat évidemment historique qui nous lie autour du fonds Insertion Emploi Dynamique, puisque le fonds a soufflé ses 27 bougies cette année, et France Active Investissement en a soufflé 30. Donc voilà, on va dire que nous sommes des pionniers en matière de financement à impact et d'impact investing au sens large. Et pour terminer, Mirova est le premier actionnaire privé de France Active Investissement, avec plus de 80 millions d'euros investis au capital, sur les 282 millions d'euros qui constituent aujourd'hui. Alors justement, je vous retourne la question, Fabien Léonard. Comment travaillez-vous avec France Active dans le cadre justement de ce fonds Insertion Emploi Dynamique ? Eh bien, en fait, depuis 1994, ça n'a pas changé d'un iota. Nous avons comme mission de collecter de l'épargne auprès des clients des MACSF demain, et on en est fiers et on vous en remercie. Cette épargne, en partie, va devoir aller accompagner des projets de l'économie sociale et solidaire, car le fonds Insertion Emploi, comme son nom l'indique, est un fonds solidaire. Et on est appuyé depuis l'origine aux côtés de France Active. L'idée, c'est que nous collectons l'épargne, et France Active, vous avez vu les chiffres, 330 projets en 2020, en 2019, c'était plus de 400 projets. On n'a pas les moyens chez Mirova, malgré toute la puissance de notre société de gestion, pour accompagner à telle échelle
et de façon aussi à la fois granulaire ou des gros projets, parce que Ipsos Santé fait partie des gros projets qu'on voit passer. Donc on s'appuie sur ce qui se fait de mieux en France, le réseau France Active, qui nous apporte des idées d'investissement, fait ce travail de sourcing. Nous apportons les capitaux avec d'autres, hein, ça a été dit par Xavier. Et voilà, ce mariage de raison, mais aussi d'efficacité, fait qu'on a pu collecter des centaines de millions d'euros. Le fonds dont on parle aujourd'hui fait 1 milliard d'euros quand même. Il a 27 ans, c'est le plus vieux, vous l'avez dit, c'est le plus gros aussi, fonds de ce type en France. Et on n'aurait pas pu faire tout ça et financer tous ces beaux projets, petits ou gros, sans France Active. Alors, vous l'avez dit, le fonds Insertion Emploi Dynamique a fait son entrée dans la gamme financière proposée aux sociétaires de la MACSF. Donc, Maud Kelly-Crapeau, quelle place tient ce fonds justement dans la gamme financière de la MACSF ? Justement, on l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc, du coup, ce fonds est disponible dans nos contrats et assurance vie et retraite depuis le 13 septembre dernier. Et donc, il fait partie du dernier élargissement en date de notre gamme d'unités de compte. Des élargissements fait de manière assez régulière. On a effectivement une gamme de support d'unités de compte volontairement restreinte parce que chaque élargissement se fait sur des thématiques bien précises, des thématiques porteuses sur chaque classe d'actifs. Et il nous semblait opportun de présenter un tel support à nos épargnants parce qu'on pense que nous, en tant qu'investisseurs de long terme, il nous pense important d'aller vers cette finance solidaire. Il nous semblait important de le proposer désormais à nos clients sociétaires. Donc c'est un fonds, comme on l'a répété, donc un fonds solidaire. On reviendra dessus. Pourquoi solidaire ? Et aussi un fonds thématique. Thématique parce que centré sur la création et la consolidation du marché de l'emploi en France, notamment sur des projets bien précis, mesurés localement, sur lesquels finalement chaque épargnant pourra avoir un regard sur son épargne, en fait, voir concrètement là où son épargne le porte. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait aussi mettre en avant, toute cette transparence finalement qu'il y a au travers de cette finance solidaire. Alors on y reviendra effectivement tout à l'heure parce qu'il y a une carte interactive aussi très intéressante qui montre vraiment où sont les projets et ce qui est financé par finalement l'épargne. Mais alors de façon plus générale, dans l'actif général de la MACSF, quelle place tient la finance responsable, Anne-Sophie Demorny ? Alors notre politique ISR repose sur 3 piliers, donc l'intégration ESG avec notamment un objectif de détention d'obligations responsables. Repose donc le deuxième pilier sur l'exclusion, avec par exemple l'exclusion du secteur du tabac ou du charbon. Et aussi donc le troisième pilier, une politique de dialogue avec les entreprises qui nous permettent de dialoguer avec celles qui sont le plus exposées au risque de transition. Et l'avantage d'un tel dispositif, c'est d'apporter beaucoup plus de transparence et de pédagogie. Très bien. Alors peut-être on va faire une première pause puisque nous arrivons un peu à la fin de cette première partie. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions ? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Donc, est-ce que quelqu'un se lance ? Vous pouvez la poser à l'oral ou par écrit dans le chat, comme vous le souhaitez. Pas de questions ? Alors, comme on est un peu en retard, du coup, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il n'y a personne, pas de remords ? Oh, ça aurait été intéressant quand même, non ? Bon, alors on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie parce qu'on a pris un peu de retard au démarrage avec nos problèmes techniques. Donc dans cette deuxième partie, on va revenir un petit peu sur la mécanique justement, plus précisément, la finance solidaire et la création d'emplois, comment ça marche. Alors, Benjamin Mounier-Lompré, comme vous avez suivi finalement ce parcours de financement pour Ipsos Santé, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été difficile, combien de temps ça vous a pris, qu'est-ce que vous avez dû apporter comme garantie, enfin un peu comment ça s'est passé? Alors sur le moment, c'est jamais complètement facile, mais a posteriori, j'ai plutôt un bon souvenir du processus, dans le sens où déjà j'ai eu des chargés d'affaires en face de moi qui étaient réellement intéressés de rentrer dans les détails du projet et qui n'avaient pas une grille d'analyse qui était uniquement financière et standardisée. Donc ça, c'est toujours assez agréable.
l'autre aspect, c'est que dans mon souvenir, France Active a été assez réactif, c'est-à-dire on a eu un montage de dossier qui a été relativement rapide, sur lequel on a été accompagné, et on a eu un passage en comité et une réponse assez rapide. Et puis, une fois qu'on avait une réponse, finalement, on a eu aussi les fonds disponibles relativement rapidement. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ce qui est, par rapport à mon expérience des discussions avec les banques ou d'autres financeurs plus traditionnels, n'est pas toujours le cas. Concernant les garanties, on n'a pas eu non plus de demande spécifique, notamment on n'a pas eu besoin d'apporter des garanties personnelles, ce qui est aussi absolument appréciable quand on est un entrepreneur. C'est pas forcément tout, enfin, notamment les banques, souvent au démarrage, nous demandent beaucoup de garanties. Et ce n'est pas tous les jours facile, quand on est entrepreneur, au quotidien, de vivre avec ça. Et donc, c'est également un élément très appréciable. Alors, est-ce que le cas d'Ipsos Santé est exemplaire ou quel type d'entreprise financez-vous et justement, comment est-ce qu'on peut savoir quand on est épargnant, voilà, où va l'argent finalement, Xavier Rouault. Alors, d'abord, je ne vais pas me répéter, mais je voudrais quand même souligner le caractère innovant et engagé d'Ipsos Santé, qui est remarquable, sans vouloir refaire la genèse de votre projet, mais ce qu'on regarde, nous, c'est l'utilité sociale. C'est la première chose sur laquelle on va se concentrer. Vont se concentrer les conseillers. Donc, j'ai oublié de vous rappeler que France Active, c'est un réseau de 35 associations territoriales, mais c'est 750 salariés qui sont déployés sur tout le territoire. Et on a aussi un réseau de bénévoles qui vont aussi permettre d'accompagner des projets tout au long de la vie du projet. Donc, pour revenir sur Ipsos Santé, nous, on avait déjà remarqué que l'un des fondateurs qui est à nos côtés, Benjamin, avait cofondé en 2016 un collectif, si je ne dis pas de bêtises, d'innovation sociale ad hoc, avec une dizaine d'organisations du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc ça ne nous avait pas échappé. Et ce qu'on a évidemment remarqué aussi, c'est ce caractère engagé, c'est-à-dire de proposer un service de soins de proximité pour tous. Donc là, on voit bien toute l'utilité du projet et où va le caractère innovant du projet. On le sait aujourd'hui, qu'on a des difficultés pour pouvoir être pris en charge et de pouvoir trouver des spécialistes, des corps médicaux, même des généralistes, tout simplement. Et là, le fait de pouvoir réunir toute une chaîne pluridisciplinaire qui rassemble des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, des infirmiers, et j'en passe, nous a semblé très intéressant et utile, surtout. Donc ça, ce caractère innovant, on l'a bien cerné. Et évidemment, c'est ce type de projet, d'entreprise qu'on aime accompagner et financer. La force du réseau et du mouvement France Active repose sur l'accompagnement. C'est ce qui fait notre point fort et qui fait que chaque année, on finance plus de 400 projets de tailles très différentes qui vont de 10 000 € à plus d'1 million d'euros dans toute la France et dans des secteurs très variés. Alors peut-être justement pour illustrer la variété de ces secteurs et la variété des implantations, on pourrait peut-être voir la carte interactive que vous alimentez finalement et qui est accessible à tous et qui a été implantée d'ailleurs très récemment sur le site macsf.fr. Que nos sociétaires peuvent consulter soit sur votre site, soit sur le site de la MACSF. Ou sur le site de Mirova également. Sur le site de Mirova aussi. Donc, vraiment. Bien sûr. Alors, l'intérêt de cette carte interactive, vous l'avez compris, c'est que ça va permettre aux épargnants, voire à des investisseurs, de pouvoir savoir où va cet argent finalement, où est investi et comment est investi cet argent. Et donc la carte permet de cibler territoire par territoire des projets et l'ensemble des projets que France Active a pu accompagner sur les 5 dernières années. Donc on a des petits spots, donc vous le voyez à l'écran. Alors par exemple, là on est en Ile-de-France. Là on est en Ile-de-France, donc là vous avez déjà une information très synthétique qui vous permet de voir Impact First, c'est-à-dire en termes d'emploi, créer ou sauvegarder, consolider on va dire, ce que ça représente. Donc là vous avez 15 099 emplois qui ont été créés ou consolidés ces 5 dernières années. Vous avez à côté les investissements qui ont été réalisés dans ces entreprises solidaires. Donc là, on voit que c'est plus de 33 millions d'euros. C'est quand même conséquent. Et
le nombre d'entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement, de ces financements. Donc là, vous en avez 217. Et donc nous, on s'efforce, on réactualise assez régulièrement cette carte interactive au niveau de ces spots, là, ces petits points qui vous permettent de voir plus précisément le type d'entreprise qu'on est amené à accompagner et financer. Et puis pour ceux qui en veulent davantage, on a aussi une liste que vous pouvez télécharger, voilà, en cliquant sur cette petite disquette là, et vous allez voir tous les projets qui ont été accompagnés et financés ces 5 dernières années. Et on va retrouver effectivement Ipsos Santé en donnant quelques informations sur la nature de l'activité, son utilité sociale, on vient d'en parler, et puis l'investissement qui a été réalisé, consacré. Voilà, donc là c'est un bon moyen de pouvoir mesurer, pour un épargnant notamment, oui, c'est très concret. de savoir où va cet argent. C'est très concret. Alors, on va revenir un instant sur le fonds Insertion Emploi Solidaire, parce que les investissements solidaires du fonds correspondent à 5 à 10% en fait, de l'encours du fonds. Mais alors, sur le reste, que se passe-t-il sur le reste? Quelle est votre stratégie alors, merci pour la question, parce que c'est l'occasion de rappeler qu'un fonds est dit solidaire quand il est exposé entre 5 et 10%, et pas plus. Ça, c'est très important à savoir. Ce n'est pas nous qui avons fait cette règle, c'est l'AMF. Et on rappelait que Insertion Emploi est le premier fonds à avoir finalement inventé avec France Active, il y a maintenant plus de 25 ans, cette catégorie de fonds, que vous connaissez aussi certainement en épargne salariale. C'est devenu très très gros en épargne salariale. Donc 5 à 10% que, si je puis dire, mais c'est déjà beaucoup. Et alors, que faire à côté? On l'a dit tout à l'heure, ça a été rappelé, nous avons fait le choix depuis l'origine de mettre des actions à côté du solidaire. Ça peut paraître baroque, puisque c'est l'attelage le plus improbable qui existe, des beaux projets dans le monde, on va dire des plus fragiles non cotés, et à côté justement, c'est le cas de le dire, une poche investi dans des actions, le grand capital sauvage. Donc là, c'est compliqué, mais c'est comme ça, et ça a été fait depuis le début. Alors pour quand même donner des garanties à vos clients et à tous ceux qui ont mis de l'épargne dans ce fonds, on ne fait pas évidemment n'importe quoi sur cette partie. Alors déjà, on est chez Mirova. Chez Mirova, il y a des critères extra-financiers, vous avez exposé les vôtres. C'est pareil, et on fait ça depuis très longtemps, avec une exigence très forte. On va regarder le business model des entreprises, mais aussi la façon dont les entreprises se comportent en tant qu'entreprise cotée. On est très exigeant pour enlever, premier abord, les mauvais joueurs. Ensuite, pour un fonds comme celui-ci, on a une thématique sur l'emploi qui, je pense, a retenu l'attention de MACSF. C'est de dire que toutes les sociétés cotées dans lesquelles j'investis sur la partie liquide du fonds doivent créer de l'emploi en France. Alors, ça paraît évident quand on le dit, mais il n'y a aucune obligation à faire ça. Alors, pourquoi est-ce que ça nous paraît évident, nous qui sommes engagés dans ces démarches, on va dire, pures et très convaincus? C'est que si la partie cotée du portefeuille, qui est le moteur de performance du fonds aussi, évidemment, puisqu'on est sur des actifs qui peuvent avoir des performances très positives, si ces entreprises détruisent de l'emploi et qu'on dit c'est pas grave, les chômeurs de longue durée seront rattrapés par la poche solidaire, ça fait quand même un peu bizarre. Donc chez Mirova, on fait pas ça. Donc on s'oblige à identifier des sociétés cotées qui passent notre approche ISR et qui vont créer de l'emploi demain, qui en ont créé dans le passé en France et qui en créeront demain. Alors pourquoi en France? Parce que ce fonds est réservé aux épargnants français. C'est aussi simple que ça, mais les sociétés peuvent être étrangères, éventuellement, si elles investissent et créent de l'emploi en France. Bon exemple, Toyota, une très énorme usine dans le nord de la France. C'est le seul groupe automobile qui crée de l'emploi en France. Ben, il est dans le fonds. Alors, cette stratégie très marquée, est-ce qu'elle rend le fonds plus risqué ou moins risqué? Alors, au niveau de l'AMF, là encore, le fonds est risqué. Vous le savez, c'est un fonds action à 90%. Donc évidemment, on se fait promener. Le Covid, ça a secoué le fonds. Enfin, il est quand même sorti positif en 2020 en termes de performance. Cette année, il est à plus 20 parce que les marchés sont positifs. Si les marchés étaient en baisse, ce n'est pas un fonds qui marche sur l'eau. Évidemment, donc il est risqué. En revanche, l'approche que nous avons d'investir dans les entreprises qui créent de l'emploi sur le long terme, ça ramène quand même un petit peu de bon sens dans l'approche de la gestion financière. C'est qu'une entreprise qui crée de l'emploi se développe. Ipsos Santé, vous êtes parti petit, vous êtes déjà quasiment 200 salariés, c'est que Ipsos se développe. Et si Mirova est passé de 25 salariés en 2014 à 150 aujourd'hui, c'est que nos actifs ont plus que multiplié par 6. Donc voilà, il y a clairement un lien entre la dynamique des sociétés dans lesquelles on investit
et leur solidité, leur robustesse. Alors, ce n'est pas pour ça que les marchés saluent tout le temps les créations d'emplois. Malheureusement, on est les seuls à investir comme ça. Mais en tous les cas, il y a quand même un lien sur la bonne, la bonne santé des entreprises dans lesquelles on investit. Et la bourse est un peu imbécile à court terme, mais sur long terme, ça marche pas trop mal. Donc voilà. Mais le fonds est quand même un fonds action, SRRI 5 pour les spécialistes qui nous écoutent. Donc pas 7. 7, c'est les plus risqués. 5, c'est beaucoup pour un fonds action, mais c'est pas beaucoup non plus pour un fonds action. Je vous rappelle quand même que la poche solidaire dont on a parlé tout à l'heure, elle est en dehors des marchés, elle est non cotée. Elle n'a pas une perf importante, c'est pas là qu'on fait la performance. Par contre, elle ne bouge pas quand le marché baisse. Alors justement, cette question de la performance, c'est quand même une question importante. Alors est-ce que l'investissement solidaire est rentable? Et ça, j'ai envie de vous adresser la question à vous et aussi à Xavier Rouault. Je commence parce que si c'est pas rentable, c'est de la faute de Xavier. Non, mais on l'a dit dès le début, c'est en ça que la finance solidaire se distingue de la finance non solidaire. Et elles vont très bien ensemble, elles se marient très bien ensemble quand on fait les choses intelligemment. La finance solidaire, on n'est pas dans du don. Il existe dans le monde de la finance solidaire des fonds de partage. Ça, c'est du don. Nous ne sommes pas ni une fondation ni un fonds de partage. Donc l'idée, quand on accompagne Ipsos Santé ou d'autres, c'est de les accompagner avec des taux faibles et un accompagnement gratuit, puisque l'accompagnement de France Active est gratuit, des taux d'intérêt faibles par rapport aux banquiers, pas de garantie, ça a été rappelé. Donc, lucrativité limitée, mais quand même, il faut que l'argent soit remboursé. Sinon, on n'a plus de clients. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va mettre d'abord l'utilité sociale et ou environnementale avant le rendement financier. Mais l'idée, c'est quand même que nous puissions rendre les 5 à 10% de l'épargne de vos clients, on leur rend dans 5 ans ou dans 10 ans, avec un rendement très faible, objectivement très faible, mais par contre de très très belles histoires comme elles ont été mises en avant par Xavier et sa carte. Alors justement, peut-être Benjamin Lompré, est-ce que la performance, la rentabilité, ça fait partie de vos objectifs, ou est-ce que l'utilité sociale, la forte utilité sociale qui a été reconnue par France Active et qui est la caractéristique de votre projet, se suffit à elle-même, quoi, finalement? Alors, déjà, je n'opposerai pas frontalement les deux notions et je distinguerai bien la notion de rentabilité de la notion de performance. C'est-à-dire, pour moi, la performance, elle se juge avant tout par rapport à l'atteinte d'objectifs liés à l'utilité sociale, justement, ou à la mission de l'entreprise. Donc, en ce sens-là, je pense que nous sommes très exigeants en termes de performance et justement, nous essayons de mesurer l'impact qu'on a en termes d'utilité sociale et donc avec des ambitions de performance très élevées de ce point de vue-là. Ensuite, en termes de rentabilité, la première chose, c'est que on ne veut jamais la subordonner, subordonner plutôt notre utilité sociale à la rentabilité. Donc, à chaque fois qu'on prend des décisions opérationnelles ou qu'on fait des investissements, on va toujours passer d'abord le projet au filtre de l'utilité sociale de ce qu'on fait et de notre mission. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne se pose pas la question de l'impact économique et financier et qu'on ne cherche pas un équilibre. Alors un équilibre qui parfois va être d'ensemble, c'est-à-dire parfois sur certains investissements, on va éventuellement assumer de le faire à perte parce que ça sert énormément notre utilité sociale. En revanche, c'est un enjeu pour nous, effectivement, de crédibilité déjà, tout simplement, de montrer qu'il y a une robustesse de notre modèle économique. Et c'est le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, on perd de l'argent, mais parce qu'on continue à investir fortement en R&D ou en développement de nouveaux projets. Mais les sites historiques sont à l'équilibre économique et ont même montré une vraie robustesse, en particulier lors de la crise Covid l'année dernière, puisqu'on a une vraie marge opérationnelle et qui est plutôt supérieure aux standards du secteur. Donc il y a vraiment une question de crédibilité pour nous vis-à-vis des financeurs sur la durée. Puis il y a une question aussi d'autonomie sur le long terme. C'est-à-dire, c'est intéressant et important pour nous de générer notre propre autofinancement sur la durée pour ne pas dépendre en permanence des financeurs à partir d'un certain stade de développement. Et pour nous, c'est très important de trouver des financements en phase d'amorçage. En revanche, quand on a atteint un certain équilibre, c'est totalement pertinent aussi pour nous, surtout dans un secteur comme la santé, d'avoir notre propre autofinancement et d'être capable nous-mêmes d'investir sans à chaque fois aller revoir les financeurs. Peut-être Xavier Rouault, quel regard vous portez sur cette question de la rentabilité? Non, alors la rentabilité, nous ce qu'on regarde d'abord c'est la performance sociale. Vous l'avez compris, la rentabilité vient en second plan. On ne l'occulte pas, hein, mais ce qu'on regarde avant tout c'est la performance sociale. Et
au travers de ce partenariat et du véhicule insertion, enfin du fonds commun de placement insertion emploi dynamique, on démontre qu'on peut très bien maximiser performance financière et performance sociale. C'est-à-dire que vous avez la partie cotée qui est là pour ça, et c'est tout le travail que mène au quotidien Fabien, mais pas que, puisqu'on le retrouve sur la partie non cotée, sur cette poche solidaire, où là, nous, on va évidemment chercher à être le plus scrupuleux, d'avoir un suivi scrupuleux de nos projets. Vous savez, je dirais que si on devait résumer le travail que fait au quotidien France Active, c'est tourné autour d'une triptyque conseil, financement, connexion. Et donc, on est là pour conseiller, orienter, accompagner au mieux ces entrepreneurs à impact et répondre à leurs besoins avec tout un tas d'outils financiers qui leur permettent, on l'espère, dans un deuxième temps, ça sera j'espère le cas pour Ipsos Santé, de se développer et d'être dans des phases d'accélération forte. Il y a une deuxième chose que je voulais rajouter, sans parler de rentabilité, mais sur la partie risquée, en fait, parce qu'on nous pose souvent la question aussi. Est-ce que les investissements solidaires, c'est risqué ou moins risqué que des investissements traditionnels? Nous, on mène des études d'impact tous les 2-3 ans. Et la dernière étude d'impact souligne que 83% des entreprises qui ont été soutenues par France Active en 2016 sont toujours en activité 3 ans après leur création ou reprise d'activité. Et on va même encore plus loin. Ça, c'est pour France Active, avec tous ces outils. Et si on se concentre uniquement sur la partie qui vous intéresse aujourd'hui, France Active Investissement avec ces outils, c'est plus que ce que je vous annonce, puisque c'est 87% des entreprises qui ont été financées par France Active Investissement, qui sont toujours en activité après 5 ans. Donc ça, et quand on regarde les chiffres nationaux, on est au-dessus des chiffres nationaux, puisque quand je vous parlais de 83%, c'était versus 74% au niveau national. Donc c'est 10 points quasiment d'écart à chaque fois, et qui montrent que là encore, on y arrive, on est en capacité de pouvoir répondre à des projets qui sortent un petit peu de la norme, qui sont sur une norme très typée économie sociale et solidaire, mais dont les modèles sont éprouvés et qui démontrent toute leur pertinence. Juste un petit mot pour rassurer ceux qui auraient encore peur, c'est que France Active active des garanties avec BPI. Xavier l'a dit, ils sont adossés à la Caisse des dépôts, à l'Europe et à la BPI. Et ça, c'est important c'est des choses qu'une société de gestion comme Mirova ne peut pas faire jouer des garanties publiques, alors que France Active peut le faire. Et c'est très rassurant parce qu'il y a une partie de perte, 87% c'est pas 100, mais vu les garanties, finalement net, il n'y a quasiment pas de défaut. Une garantie en contre-garantie. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est un monde où quand on met en effet l'impact en premier, il ne faut pas tout perdre, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà. Et on a connu plusieurs crises, la crise des subprimes, la crise du Covid, on est toujours là, toujours plus gros. Donc voilà, ça c'est quand même important de le rappeler. Très bien. Alors, on va peut-être proposer à la salle de poser une question, puisqu'on arrive au terme de notre deuxième partie, avant de commencer la troisième partie sur les perspectives. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, j'en ai une. Peut-être que je peux poser en attendant que vous posiez les vôtres. J'avais une question sur le conseil qu'on pouvait donner à l'épargnant. Quand doit-il investir, comment, quelle part de son épargne finalement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, Maud Kelly, à l'épargnant? Peut-être du coup pour reboucler un petit peu tout ce qui a été dit sur la recherche de la performance financière, nous avec cette unité de compte, avec ce fonds insertion emploi dynamique, on cherche vraiment à avoir un double impact. Un premier impact financier, évidemment, parce que ça reste un support en unité de compte. Donc l'épargnant final, il va chercher de la diversification à côté de son investissement en fonds euros. Donc aller chercher de la diversification, c'est quand même aller chercher du rendement supérieur, parce que évidemment, c'est un fonds 100% action. Mais un deuxième impact, un impact positif, sur la société, sur des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, avec un support finalement qui va mettre en avant
ces entreprises qui prennent en compte ces critères ESG. Donc c'est vraiment aller chercher un investissement qui va conjuguer à la fois une performance financière, évidemment, mais qui va également aller chercher des critères ESG, une analyse extra-financière poussée, comme l'a expliqué Fabien, tout ce qui est pris en compte chez Mirova pour faire de l'investissement. Donc c'est vraiment ça, le conseil à l'épargnant, c'est de dire, en investissant sur un tel fonds, vous avez vraiment un double impact sur votre épargne, un impact financier, de performance évidemment, et un impact beaucoup plus concret, un impact social et sociétal. Ok. Alors, est-ce que nous avons... Alors oui, nous avons une question. La poche solidaire ne représente que 5 à 10%. Est-ce qu'elle a vocation à grandir? Alors, je ne vois pas tout à fait l'intégralité du texte. Est-ce que le fonds a vocation à grandir sur cette poche? Car finalement, 90% du fonds reste investi sur les grandes majors du CAC. Oui, donc la question est pour moi. Merci de la poser. Donc on va rappeler une règle, on l'a dit rapidement tout à l'heure. La poche solidaire ne peut pas dépasser 10%. C'est la règle de l'AMF pour deux raisons. C'est que c'est un actif non liquide, la partie solidaire. Si vous aurez compris qu'on a financé quasiment un tiers du financement de Ipsos Santé, c'est l'argent qui est rentré dans le fonds de Mirova. Mais si vous sortez du fonds, je ne vais pas aller voir Monsieur Mounier-Lompré en lui disant rendez l'argent parce que moi mes clients sont partis. Donc c'est pas liquide. Et les investissements non liquides sont régulés par l'AMF. Donc, ça ne doit pas dépasser 10%. Ça, c'est la première règle. Par contre, ça ne doit pas aller en dessous de 5. Parce que si c'est en dessous de 5, on n'est plus un fonds solidaire. Donc voilà, moi je dois piloter ce ratio avec France Active, toujours entre 5 et 10. Aujourd'hui, on est à 7, 7,1, 7,2, mais il suffit que la bourse baisse et puis on va monter à 7,7 très très vite, si ça baisse de 10%. Donc voilà, ça c'est important, ça ne peut pas dépasser, c'est pas qu'on ne veuille pas, c'est pas qu'on n'ait pas des beaux projets à financer, c'est juste que c'est la règle. Mais avec ça quand même, on a dit tout à l'heure que la finance solidaire a drainé en 30 ans 22 milliards d'épargne, donc c'est beaucoup d'argent déjà, dont seulement une partie est pure solidaire, mais c'est déjà beaucoup d'argent à déployer. Ça, c'est une première chose. Alors, vous me dites que, parce que finalement, le reste est sur des sociétés du CAC 40. Alors, attention, pas n'importe quel major du CAC 40. Il doit y en avoir 3 ou 4 dans le CAC 40 qui sont dans le fond. Quelques-unes, mais pas beaucoup, parce que dans le CAC 40, je vous rappelle que c'est très sympathique pour faire de la performance sans regarder trop les choses, mais déjà la trajectoire environnementale du CAC 40, on n'a pas parlé, mais ce fonds a une trajectoire 1,5 degré de réchauffement, alors que le CAC 40, c'est 3,5. Donc évidemment, nous, on élimine dans le CAC 40 tous ceux qui n'ont pas compris que le monde doit changer sur ce plan-là. Et puis, dans le CAC 40, il y a une grande majorité des sociétés qui détruisent de l'emploi en France. Donc, elles ne passent pas dans mon fonds. Attention. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des sociétés cotées. Ce ne sont pas que des grandes majors du CAC 40, plus qu'un tiers du portefeuille, ce sont des petites et moyennes sociétés cotées. C'est pour ça aussi que le fonds a eu le label Relance. C'était le premier fonds en France à avoir le label Relance en octobre 2020. Relance, je vous rappelle, c'est Bruno Le Maire, Bercy, qui a identifié les fonds qui participent à la relance en France via de l'apport en fonds propres pour des petites et moyennes sociétés françaises. Donc si on n'était que major du CAC, on n'aurait pas le label relance. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des très grandes sociétés, on a parlé de Toyota, il y a des grandes sociétés américaines également. Si elles passent nos filtres ISR, si elles créent de l'emploi. Si ce n'est pas le cas, elles n'y sont pas. Et ça, c'est important que, évidemment, tout le monde comprenne bien ça. C'est un fonds qui est très typé. Ça a été redit et redit. Il faut bien comprendre vers quoi on veut se tourner en allant dans ce fonds. Mais l'idée, ce n'est pas de copier le CAC 40, sauf si un jour, le CAC 40, il n'y a que des sociétés bien mieux disantes sur l'ISR et qui créent de l'emploi. Mais ça veut dire qu'on aura toujours rêver, hein, on peut toujours rêver. On a eu un sacré impact. Alors, nous avons une autre question. Comment peut-on être certain que les financements solidaires vont à des associations qui utilisent bien et honnêtement l'argent? Alors, je crois que c'est une question pour vous, ça, Xavier Roux. Alors, comment peut-on être certain que les financements solidaires vont à des associations qui utilisent bien et honnêtement l'argent? D'abord, ce qu'on va regarder, c'est parmi ces associations, il faut savoir que il y a un agrément qui permet donc de déterminer l'utilité sociale, donc un agrément ESUS. Et ça va être une première séquence qui va nous dire si la structure, quelle qu'elle soit, que ce soit une association ou une entreprise, répond
un cahier des charges précis. Ça, c'est les directs qui vont remettre cet agrément aux entreprises qui en font la demande. Toutes ne sont pas, il y en a qui sont ESUS de fait, de droit. Alors, ESUS peut-être. Entreprise solidaire d'utilité sociale, pardon. Et d'autres qui en font la demande pour pouvoir aller chercher justement des sources de financement avec France Active notamment, et pouvoir aller optimiser leur plan de financement. Donc nous, on est évidemment très attachés à regarder les critères, le type de structure à laquelle on s'adresse, mais on fait le même travail que fait un financeur classique finalement. Je pense que là-dessus, il faut être d'accord, on est un financeur à part entière. Benjamin ici à mes côtés pourrait l'expliquer encore mieux que moi. Il y a un cheminement qui va permettre de regarder un petit peu le modèle économique proposé, le plan de financement. Et il faut savoir que sur les projets les plus importants, on a, je vous parlais de 750 salariés, mais on est en tête de réseau, il y a une centaine de salariés pas très loin d'ici à Montreuil, dans le 93. Et il y a un comité d'engagement national qui se réunit tous les mois pour savoir si les projets qui lui sont proposés, qui lui sont présentés, vont pouvoir obtenir non pas un agrément, mais le consentement, l'accord au final de financement de la part de France Active. Et autour de ce comité, on retrouve des experts, des financeurs, pas que, des asset managers. Donc Fabien fait partie de ce comité d'engagement. Et on va passer au crible le porteur de projet, le dossier, pour savoir si on va ou pas pouvoir l'accompagner. Et je peux vous dire qu'on travaille avec tous les acteurs bancaires de la place. Notre rôle à nous, c'est aussi de faire effet de levier, c'est d'avoir aussi un rôle entraînant, de rassurer ces financeurs classiques, traditionnels, auxquels on ne s'oppose pas. L'idée, ce n'est pas de se substituer au rôle des financeurs traditionnels. Donc on n'oppose pas finance classique et économie sociale et solidaire. On est très complémentaires, mais on est là pour servir d'intermédiaire, de facilitateur. Voilà. Je crois que Fabien Léonard, vous aviez un commentaire. Non, juste pour rassurer M. Cagnard, qui est très inquiet à juste titre, une chose importante entre ce qui est fait chez France Active, qui est le premier contact, et puis aussi ce qu'on fait chez Mirova. Nous, on est soumis à des régulations extrêmement strictes sur la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme. Je suis désolé de parler de ça, mais c'est important que vous le sachiez, surtout sur les actifs non cotés. Donc, dès qu'on intervient avec France Active sur des actifs non cotés, on passe au crible qui se cache derrière le projet. Au niveau bénéficiaire effectif, quelles sont les personnes? On demande les cartes d'identité, on va les passer dans les filtres de réputation. Voilà. C'est important de bien comprendre que cette finance solidaire, elle a plein de bonnes, de bonnes énergies, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Et c'est notre crédibilité, évidemment la crédibilité de France Active, qui est adossée à des grands publics et qui embarque finalement tout le monde, toute la place, mais aussi Mirova. C'est notre crédibilité qui est en jeu et on fait ça depuis très longtemps. On sait que c'est compliqué. Donc c'est une petite partie des portefeuilles, mais c'est beaucoup de travail de gens invisibles à la conformité, au risque, au juridique, qui doivent vérifier qu'on ne met pas le pied sur une association qui, sous couvert de bonnes intentions, fait n'importe quoi. C'est bien clair. Alors, je voulais quand même qu'on termine sur quelques instants, parce que on est presque au bout de notre temps, sur les perspectives. Donc, peut-être, puisque vous avez le micro, Fabien Léonard, quelles sont les perspectives pour le fonds? Quelle est la tendance? Est-ce que vous pouvez faire des prévisions pour 2022? Ah non, moi je ne fais pas de prévisions. Non, je rigole. Oui, non, c'est vrai, on fait peu de prévisions. Hein, chez Mirova, on n'est pas très spécialiste de ça. Alors les prévisions, en tous les cas, il y a un vent porteur, on l'a dit, la finance solidaire est au cœur des préoccupations, évidemment, des épargnants de la société française, et le Covid n'a fait que rajouter tout ça. Donc là, on est ravis. Ça fait longtemps qu'on attend la vague, on la prend, non pas dans la figure, mais on surfe dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour ce qui est de la collecte et de l'intérêt des épargnants pour le fonds, là, on n'est pas très inquiet. Et
fait que MACSF nous rejoignent dans cette belle aventure est un signe. En revanche, pour ce qui est de la dynamique de la partie cotée, je vais parler de la partie cotée et je vais laisser les spécialistes du non-coté pour parler pour moi. Là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une grande lessiveuse avec ascenseur émotionnel. Là, on est à plus 20 ou 25 depuis le début de l'année. Bon, plus 30 Ah, vous êtes bon. Hein. Et donc, voilà, ça va très, très vite, alors que pas grand monde le pensait comme ça. Donc, vous dire que ça va continuer comme ça, je ne peux pas m'engager là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, dans le fond, vu la façon dont il investit, on est positionné sur on va dire, des secteurs qui marchent fort en France, puisqu'ils créent de l'emploi. Donc, c'est les énergies renouvelables, c'est la santé, pas Ipsos Santé, mais la santé dans le monde des petites et des grandes sociétés cotées. La technologie, évidemment, on vit dans la technologie. Là, tout ce qu'on se fait aujourd'hui, c'est grâce à la technologie. Ça recrute massivement. Et ça va continuer. Le luxe, hein, on nous disait, c'était souligné quelques grandes valeurs du CAC. En effet, moi, je suis fier et j'assume d'avoir LVMH et Hermès qui créent beaucoup d'emplois. Et si toutes les sociétés du CAC en créent autant, on serait content. C'est du Made in France de qualité sur les territoires. Avec, je vous rappelle qu'il vaut mieux travailler chez Hermès que travailler chez Amazon, hein, c'est plus sympa. Donc voilà, donc on accompagne ça et ça va pas s'arrêter. Alors est-ce que la bourse va continuer à applaudir dès demain à plus 10, plus 20 peut-être pas en ligne droite, c'est sûr, mais par contre on est confiant sur à la fois attirer des clients dans le fond pour accompagner et surtout pour flécher de l'argent vers les beaux projets qu'on accompagne et puis trouver des belles idées d'investissement sur la partie cotée. Très bien. Et alors, Xavier Rouault, on a vu qu'à cause du Covid, le nombre de projets avait un peu fléchi. Donc, est-ce que là, vous sentez un frémissement? Vous voyez émerger de nouveaux projets? Et j'avais envie de dire, est-ce que vous voyez émerger davantage de projets dans le secteur de la santé? Alors, effectivement, là, on vit des périodes inédites, 2020, 2021. On peut même aller plus loin, 2022. Je pense qu'on sera encore dans une phase de transition. Nous avons souhaité, plus fort de la crise, répondre aux besoins de ces entrepreneurs qui étaient pleinement impactés par cette crise sanitaire. Donc on a lancé un fonds avec nos partenaires publics et privés, dont Mirova, donc un fonds qui représente 30 millions, un peu plus de 30 millions d'euros, qu'on a on a injecté une partie de cette somme qu'on a mis à contribution pour accompagner ces entrepreneurs impactés, puisqu'on a consommé que 10 millions, un peu plus de 10 millions d'euros sur ces 30 millions. Donc on a encore beaucoup à faire. Ce qui explique cela, c'est que finalement, on a créé un PGE solidaire, hein, si je devais schématiser un petit peu. C'est qu'il y a d'autres aides qui sont venues répondre aux besoins de ces entrepreneurs pleinement impactés par la crise, donc qui n'ont pas toujours été tentés de venir solliciter les outils qu'on mettait à leur disposition. Là, on sait qu'une fois que cette période passée d'aide d'urgence, on a travaillé aussi avec le secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, donc avec des mesures d'urgence spécifiques pour aider le secteur associatif aussi qui était pleinement impacté. Donc la visibilité, elle reste encore un peu opaque pour 2022. On est confiant malgré tout parce qu'on pensait avoir déjà des signaux alarmistes sur l'état de santé des entreprises qu'on accompagne au quotidien, et ce n'est pas le cas. Donc on va croiser les doigts encore et on espère que les choses continueront dans ce sens-là. En tous les cas, on sera toujours là pour adapter au mieux nos outils face à la crise. On ne sait pas si cette crise va se terminer demain, après-demain, donc restons positifs malgré tout. En tous les cas, nous, on a un prêt de trésorerie gratuit qui permet d'accompagner ces entreprises qu'on a accompagnées antérieurement à la crise, qui permet donc d'accompagner ces entreprises jusqu'à 100 000 euros. Grâce à ce fonds dont je vous ai parlé. Et puis on a d'autres outils qui viennent en complément. Mais l'objectif pour nous, c'est d'aller vers de nouveaux projets. Et d'ailleurs, on est très attentif aussi à la création, vous l'avez compris, la création par les jeunes. Et donc on a des sondages qui sont assez intéressants, puisqu'on 20% d'entre eux aujourd'hui souhaitent créer leur entreprise et en donnant du sens à cette entreprise, donc une entreprise à impact. Donc là, on a lancé une prime de 3 000 euros avec un certain nombre de nos partenaires pour faciliter le lancement de leur projet. Et je le rappelle,
là encore, sans caution personnelle, parce que c'est aussi parfois des freins pour un jeune entrepreneur de pouvoir se lancer. Donc c'est de pouvoir alléger au maximum les contraintes financières et même de rassurer, je parlais tout à l'heure de rassurer nos amis banquiers, puisqu'on a des garanties qui permettent donc de garantir jusqu'à 80% des montants empruntés. Donc voilà, des signaux quand même positifs. Et le trend, on reste sur un trend à peu près équivalent 2021 à celui de 2020. En 2020, on a accompagné 338 entreprises. On va être un petit peu au-dessus de ces 338 entreprises et on espère un peu au-dessus de ces plus de 20 millions d'euros qu'on avait consacrés. Très bien. Et alors, Benjamin Mounier-Lompré, donc du coup pour Ipsos Santé, comment se profile 2022? Quels sont vos projets pour 2022? Alors, nous, on a une dynamique de croissance très forte en ce moment, puisqu'on est à quasiment 50% de croissance par rapport à l'année dernière. On a ouvert 2 sites l'année dernière. Donc déjà, notre première ambition, c'est que cette croissance soit vertueuse. Donc c'est atteindre le point mort sur les 2 nouveaux sites, et on n'en est d'ailleurs pas très loin. On a une autre ambition qui est de continuer sur à peu près la même dynamique. Donc on vise à peu près le même ordre de grandeur de croissance. On a déjà validé l'ouverture de 2 nouveaux sites l'année prochaine, dont un qui sera à Lyon. C'est la première fois pour nous qu'on sort de l'Île-de-France. Donc c'est un petit changement en termes d'organisation et d'ambition. Et peut-être qu'on en ouvrira 3, c'est en discussion. Et puis, peut-être la dernière chose que je peux mentionner, c'est qu'on a lancé il y a quelques mois un projet d'expérimentation très ambitieux avec le ministère de la Santé et l'assurance maladie, qui est un nouveau modèle de contrat médecin traitant qu'on va expérimenter en exclusivité chez Ipsos sur 5 ans, sur 28 000 patients. Pour en dire 2 mots, l'idée c'est d'avoir un système de paiement qui soit plus à l'acte, mais à la capitation, ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire un forfait mensuel en fonction des profils de risque des patients, et avec des financements spécifiques autour de la prévention pour les publics les plus fragiles. Et donc, c'est un projet qui est assez ambitieux en termes d'approche de financement aussi, des prises en charge et de la manière de travailler. Et on est assez convaincu que ça peut avoir un impact assez significatif sur le système de santé, un impact systémique, si l'expérimentation porte ses fruits. C'est passionnant. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul comme sujet. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos interventions. Je ne sais pas si nous avons des questions. Est-ce qu'il y a personne ne se sent frustré de ne pas avoir posé sa question? Non, comme on a un petit peu débordé, on va peut-être en rester là. Il me reste à vous remercier, évidemment tous nos participants pour leur contribution et à remercier nos participants en ligne. Eh bien, écoutez, très bonne soirée à tous et puis à bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.